Merde, enlève le... Vas-y. Bonjour, hello, est-ce que ça marche? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'on est sur le Wi-Fi ou la 4G? Parce que des fois ça coupe. On allait dire, il faudrait peut-être enlever le Wi-Fi pour se mettre sur la 4G pour être sûr que ça marche. Mais c'est pas grave, ça a l'air de marcher. Ça fonctionne. Nous sommes donc en direct pour le fauteuil. Bonjour et bienvenue à tous. À ma droite, Grégory Richard, pas Guillaume. Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Donc vous nous suivez en direct dans le fauteuil, nous sommes en semaine 12 NFL, excusez-nous pour ce début un petit peu chaotique. L'émission qui vous est présentée comme toutes les semaines par notre partenaire pour les pronostics NFL, c'est Unibet, c'est juste derrière Grégory, on les remercie de nous suivre. Le fauteuil donc qui est un peu plus couvert, on est en sweat, oui, la mine de rien, ça commence à se refroidir. Ouais, ça commence à se refroidir. Donc le fauteuil bien couvert, vous êtes avec nous sur Facebook Live pendant 1 heure avant vos matchs NFL de 19h. Encore des belles affiches au programme cette semaine, même si on a un programme assez varié dans la qualité. Il y a une belle affiche et d'autres matchs. Voilà, il y a un peu de tout, on va dire. Cette semaine, on dit bonjour à Antoine, on dit bonjour à Léo, on dit bonjour à tout le monde. Bah, Sébastien, l'autre Sébastien, Alexandre, Grid Castle, Nicolas Michel, etc. Et on vous dit donc bonjour à tous. Et je vois que mon sweat fait déjà beaucoup réagir. Écoutez, c'est très joli sweat. Oui, c'est un sweat d'Enix, que voulez-vous, les amis. J'ai souvenir du Madison Square Garden. Je dois le dire. Voilà. Donc le fauteuil de cette semaine, j'ouvre petit à petit mes pages quand même pour vous tenir au courant et on va parler comme d'habitude évidemment des matchs de jeudi, il y en a eu 3 donc on va pouvoir débriefer un petit peu ça, on va parler des affiches et vous donner nos pronostics pour ce dimanche et puis bien sûr les meilleures cotes à jouer ce dimanche avec Unibet. Monsieur parce que tu es tout seul, messieurs avec tout le monde qui regarde, les matchs donc de jeudi, on a eu un Vikings Lions qu'on a regardé ensemble sur le foot, pas dans le foot, dans l'émission de jeudi, je vais y arriver, hein, c'est chaotique aujourd'hui. 30-23 pour Minnesota. Victoire convaincante supplémentaire pour les Vikings. Ouais, victoire convaincante avec, comme on le disait jeudi, un pas très important qui a été fait de la part de Minnesota dans l'optique du titre du division. Minnesota qui a bien exploité la faiblesse majeure de Détroit cette saison, à savoir les débuts de rencontre un petit peu compliqués. Ils se sont mis assez rapidement à l'abri grâce à une défense qui reste toujours aussi solide. Case Keenum qui a minimisé les erreurs et encore une fois, voilà une ligne offensive qui est pas forcément celle qui est la plus mise en avant selon moi cette saison, mais qui a encore abattu un énorme travail contre une D-line de Détroit assez correcte. Donc du coup, Détroit s'est remis dedans, comme toujours, il y a un petit peu cru sur la fin. Ils reviennent à 4 points, il me semble, en début de quatrième quart. Et après, bon, ça tourne pas forcément du bon côté. Il y a la petite blessure de Matthew Stafford qui les handicape un peu sur la fin de rencontre. Et puis il y a ce bon jeu défensif de Xavier Rhodes qui fait la différence. Donc voilà, toutes les armes de Minnesota qu'on a retrouvées sur cette rencontre-là. Une petite revanche pour les Vikings qui avaient perdu au match aller à Minneapolis face aux Lions. Et donc, encore une fois, un pas important fait dans l'optique du titre de division et donc forcément dans l'optique des playoffs NFC. Il y a quelqu'un qui dit à quoi un fauteuil avec les vestes à rayures façon Kurt Warner? Non, justement, c'est pour ça on est plus détendu, c'est l'ambiance. Et je tiens à préciser que cet homme n'a pas de notes, donc il a mémorisé tout le scénario de ce match Vikings, d'ailleurs ça force le respect. Qui nomme encore un gars formé par Fischer, dit Elmonge, je soupçonne une pointe d'ironie. La classe à Dallas l'an dernier, mais cette année c'est plutôt la crise à Dallas, ça nous emmène sur le deuxième match avec ce 28-6 passé par les Chargers aux Cowboys. Bon, là, il n'y a pas vraiment eu de match en l'occurrence, et cette équipe de Dallas, en effet, commence un petit peu à s'enfoncer. C'est sûr, pourtant, la première mi-temps, le score est assez étriqué, je crois, durant les 30 premières minutes, je crois que c'est 3-0 à la pause pour les Chargers. Ouais, il manque un field goal, et voilà, mais c'est vrai que Dallas n'existe pas en attaque, et une fois que les Chargers sont c'est le principal enseignement, parce qu'on sait que les Chargers sont un peu mieux depuis quelques semaines, mine de rien. Même s'il a pas forcément un jeu au sol hyper régulier, c'est le moins qu'on puisse dire, Philip Rivers sur ce match-là, il s'est vraiment baladé. Et ça met aussi au grand jour certaines failles défensives des Cowboys. Certes, ils ont un gros pass rusher avec DeMarcus Lawrence. Ils ont un Jalen Smith qui commence à progresser au niveau du run-stop. Mais c'est vrai qu'avec les nombreuses absences qu'il peut y avoir, on sait que Sean Lee notamment leur fait défaut depuis pas mal de temps maintenant. Donc ça pose quelques problèmes. Philip Rivers doit faire 23 sur 27, je crois, sur la rencontre, donc il a quasiment complété dès qu'il a lancé le ballon, avec un Keenan Allen également qui était très en forme et qui revient bien
après sa blessure. Et puis à l'inverse, si tout va bien ou mieux en tout cas pour Philip Rivers, du côté de Dak Prescott, ça commence à être un petit peu panique à bord. On avait le retour de Tyron Smith au poste de left tackle. Pas de sac concédé contre ce gros pass rush des Chargers composé de Bosa et Ingram. Qui est déjà une performance. Voilà, et pourtant une prestation de Prescott qui est encore très très moyenne. Alors le jeu au sol suit toujours pas, parce qu'on n'arrive pas clairement à trouver un running back d'impact pour relayer Ezekiel Elliott. C'est la question, là. C'était la question de Louis Aubert notamment. Est-ce que c'est dû à l'absence d'Elliott? Est-ce que il y a quand même un truc plus général que l'absence d'un coureur, non? Je pense que c'est plusieurs phénomènes. Manque de chance pour eux, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessures, beaucoup de petites blessures. C'est pas des absences longue durée, on dira pour les Cowboys, mais il y a toujours un absent ici ou là. Et puis encore une fois, c'est des joueurs cadres. Je parlais de Chun-Li tout à l'heure. Forcément, la suspension d'Ezekiel Elliott, c'est un problème en soi. On sait que Dez Bryant n'est pas au meilleur de sa forme non plus depuis quelques semaines. Ça fait quand même beaucoup de paramètres pour expliquer un petit peu ce dérapage de Dallas. Et puis, on le disait également, il y a eu beaucoup de changements défensivement à l'intersaison aussi. Et la défense des Cowboys qui pouvait, on va dire, compenser pour permettre à l'attaque de gagner sur les fins de match l'année dernière a peut-être un petit peu plus de mal à compenser. Et du coup, ça donne des rencontres qui tournent plus à l'avantage des Cowboys. Et là, encore une fois, cette blessure d'Elliott, en plus, ça remet un coup derrière la tête. La question, c'est surtout de savoir est-ce que Dallas aurait dû laisser Elliott suspendu en début de saison et puis éventuellement le récupérer lors du moment clé. Il y a tout eu, le côté qui voulait se défendre, etc. Voilà, mais j'ai toujours dit concernant Prescott, c'est vrai qu'il avait ce gros avantage en tant que rookie d'arriver dans la ligue avec un running back qui était vraiment un mangeur de ballon et qui était vraiment hyper performant, donc ça lui permettait d'avoir moins de pression. Clairement. Là, forcément, il est la cible des défenseurs adverses, l'arme principale, et forcément, c'est beaucoup plus compliqué à contrecarrer. Il était dans les conditions idéales. Pour ceux qui veulent un petit update, la France, Luc Apouille vient de gagner le 2e set face à Steve Darcy. Ça sent bon. La France se dirige vers la Coupe Davis, à moins que le mental de Paul-Henri Mathieu ne gagne Luc Apouille tout d'un coup. C'était comment il s'appelait le mec contre qui il avait lâché comme ça? C'était pas Yousni? Si, Mikhail Yousni, c'est ça. Bon, en tout cas, alors demande à Grégory si c'est demain le podcast NCAA, s'il te plaît, Alain Nicolas. Oui, je confirme, c'est demain. Allez, ce soir, les Eagles valident le billet en playoff, demande Antoine. Bah oui, je joue les Bears. Oui, franchement, ça fait partie de ces matchs à la maison où les Eagles, mine de rien, ont quand même un calendrier assez sympa. Alors après, il faut les gagner, ces rencontres-là. Mais c'est vrai qu'ils ont eu Arizona, ils ont eu San Francisco, là ils ont Chicago. Ouais, non, ça va. Voilà. Sébastien nous dit Dak est surcoté, les Grid Castle, les 2 interceptions en fin de match font mal. Voilà, il y a pas mal de remarques en tout cas sur ce match, évidemment. On va terminer le jeudi avec le match qui s'est joué entre Washington et New York. Ça a donné 20-10 entre ces deux équipes et c'était bien laid, évidemment. Comme on s'y attendait un petit peu, ça aurait pu... Non, j'allais dire ça aurait pu être pire, mais non, ça aurait difficilement pu être pire. C'était vraiment un bon gros match merdique. Ça aurait pu être pire pour les Giants, dans le sens où il aurait pu ne même pas avoir de défense, où ils auraient pu clairement prendre l'eau. J'ai la sensation que leur escouade défensive, contrairement à d'autres rencontres, on sait que par exemple contre Los Angeles, ils avaient clairement pris l'eau de toutes parts. Là, à Washington, la défense a été assez haut niveau, avec notamment un pass rush, mine de rien, assez performant. Et c'est clair qu'avec une attaque autant en difficulté, toujours pas de jeu au sol. Je crois que le meilleur coureur, c'est Wayne Goldman, qui doit faire une 30aine de yards à peine. Eli Manning, qui a eu énormément de difficultés sur cette partie-là. Washington n'a même pas eu besoin de forcer son talent pour l'emporter, avec un Samaje Perine qui enchaîne. 2e match de suite à au moins 100 yards. Et je suis pas sûr qu'il mette un TD sur ce match-là. Et il fait au moins 100 yards sur la rencontre. Donc, non, je crois qu'il est à 100 yards, mais qu'il met pas de touchdown. Je vais vérifier sur les stats, mais... J'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a 2 TD pour Cousins, il n'y en a pas pour Perine. C'est ça, ouais. Mais il a 100 yards tout rond. Voilà, mais donc, bon, encore une fois, Washington n'a pas eu à comment dire... Voilà, c'est impressionné plus que ça pour réussir à dominer un rival de division et pour rester dans la course au playoff NFC, même s'ils ont toujours actuellement une fiche négative. Et on salue Damien qui nous regarde visiblement de Belgique, puisqu'il a dit Steve Darcy va nous faire une remontée Common Belgium. Donc on fait l'ambiance Coupe Davis si vous voulez en même temps. En tout cas, c'est Luc Apouille qui est reparti au service et qui mène déjà dans le 3e set. Donc
Ça commence plutôt pas mal. Les matchs de cette semaine. Alors, on commence à 19h. Je vais te proposer du Falcons Buccaneers, du Bengals Browns, du Colts Titans, du Chiefs Bills, du Patriots Dolphins, du Jets Panthers et du Eagles Bears pour 19h. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui fait rêver la première vue. Il n'y a pas grand chose. Quel est le plus équilibré selon toi? Le Chiefs Bills? Bah, c'est vrai que t'en parlais, le fait que les Bills sont plus ou moins au fond du trou ces dernières semaines, mais les Chiefs sont pas spécialement plus rassurants avec notamment cette défaite sur le terrain des Giants la semaine dernière. Quand on voit justement ce qu'a proposé New York jeudi, même si forcément il y avait le petit délai de préparation entre les deux matchs, on se dit que c'est peut-être encore plus inquiétant pour Kansas City. Ils perdent contre des équipes qui sont largement à leur portée. Ils avaient également perdu sur le terrain d'Oakland, qui est quand même pas dans une super forme, qui vient de virer son coordinateur défensif et qui pourrait, selon les dernières rumeurs, virer son coach offensif en fin d'année. Donc voilà, cette équipe de Kansas City elle est pas hyper rassurante contre une équipe de Buffalo qui va récupérer Tyrod Taylor au poste de quarterback. Un quarterback qui visiblement est peut-être pas l'avenir de la franchise, mais qui en tout cas minimise les erreurs. Sait-on jamais, si Buffalo reste dans le coup jusqu'au bout, il y a peut-être moyen que le match tourne en leur faveur pour leur permettre de passer avec une fiche de 6-5, ce qui serait quand même un moindre mal avec les dernières semaines un petit peu compliquées. Alors moi en même temps, mais excusez-moi si j'ai les yeux sur l'écran, je regarde ce que vous me dites. Des fois je suis perplexe et du coup je note. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit Grégory, alors attends, Amine dit Grégory ressemble au chanteur de Linkin Park quand il sourit. Ah, peut-être. Auquel chanteur? Je précise que mon sosie officiel est Philippe Senderos, footballeur qui est passé notamment par Arsenal et Fulham. On ne me trouvera pas de sosie plus officiel que Philippe Senderos. D'accord. Voilà. Alors attends. Je coupe court au débat. Mais non, mais parce que du coup. Ah, tu veux regarder? Ah bah ouais, tu m'as dit c'est qui? Ah ouais. Ah comme ça, attends, quand même. Bon, avec les cheveux un peu plus rasés, je te l'accorde. Il a la moue un peu plus boudeuse et les sourcils qui tombent un peu plus. Peut-être. Il fait un tout petit peu plus pilier de barre. Tu sais quoi? Je pense qu'il faudrait essayer de... Je pense qu'il faudrait que tu l'invites pour qu'on puisse avoir un comparatif grandeur nature. Il a un petit côté... Ah, il est suisse. Bah, tu vois, je crois qu'il était genre irlandais ou un truc comme ça. Tu vois, non, un petit côté... j'aurais mieux avec une Guinness. Tu vois. Mais on le salue s'il nous regarde. Hein. C'est pas du tout un tort. Hein. Il est suisse. Et oui, il est né en 85. Bon, oui, il a un très bon âge. On a quasiment le même âge. Oui, c'est ça. Ouais. T'as vu ça un peu? Bon, on est peut-être jumeaux. C'est ça. C'est ça. Ah tiens, il y a Kevin Zarmaten qui nous dit pas du tout Senderos, Greg. Alors là, tu vois. Ah, ouais, écoute. Alors, c'est le défi du soir. Envoyez vos suggestions de sosie de Greg. Et la dernière fois, on m'a dit Christian Hackenberg, donc je suis pas dans la merde. Hein. Voilà. Oh non, Christian Hackenberg, aucun rapport. Belle analyse sur le sosie, on me dit. Sandero, c'est suisse, je valide pour le sosie. Sébastien nous dit qu'il valide. Louis Aubert valide Sanderos. Il y a Mehdi qui dit Chester Bennington, oui, mais bon, je trouve pas qu'il ressemble à Chester Bennington. Je ne connais pas cette personne. C'est le chanteur de Linkin Park. Ah oui, d'accord, ok. Mais feu chanteur de Linkin Park non plus, malheureusement. Oui, en plus, donc ça fait voilà. Pourquoi les Redskins ne donnent pas d'argent à Cousins? Le mec les porte à bout de bras. Tiens, pour finir sur ce Redskins Giants. Bon, maintenant lui, il a raison. Il attend l'été, il attend le printemps et puis il va toucher son chèque. Oui, bah, c'est sûr. Ici ou ailleurs. Voilà, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des mauvaises personnes aux mauvaises places. On ne devine pas aujourd'hui que Dan Schneider est un mauvais propriétaire, qu'il investit très mal son argent. C'est lui notamment qui avait donné 100 millions de dollars à Albert Ainsworth à l'époque, le defensive tackle des Titans, pour le résultat qu'on connaît. Donc voilà, il y a plus rien qui m'étonne avec cette gestion des Redskins, malheureusement pour les fans de Washington. Et alors c'est une vanne gratuite de Kevin sur le chat, mais Kevin est suisse. Donc je pense qu'il a le droit de la faire, puisqu'il parlait du footballeur dont tu parlais, et il dit il aurait mieux fait d'être pilier de barre que footballeur d'ailleurs. Donc je connais pas le niveau, j'ai jamais vu de match, hein, mais voilà. Donc en tout cas, vous avez... On rappelle que la Suisse est qualifiée pour la Coupe du Monde et qu'on pourrait encore les retrouver en compétition l'été prochain. Ça avait pas porté chance en 2006, quand on est en finale, là, qu'on perd contre l'Italie, c'était dans notre groupe, je crois. Possible, je crois qu'on fait 0-0 contre eux, et la dernière compète, alors c'était peut-être pas, je crois que c'est en 2014 plutôt, on a gagné 5-2 contre eux. C'est déjà ça. Donc, bien mieux ce Woody Greg que la chemise à carreaux de jeudi. Bertrand de retour, avec ses remarques un peu alors, piquantes. C'est gentil Dimitri. Alain, tu lui mets un casque, tu le rases et tu gardes la moustache au mois de novembre et c'est un peu Aaron Rodgers de loin. C'est Alain de loin, on l'a déjà fait.
Allez, c'est bien. Si vous voulez, on fait pas de foot, on fait que des conneries et des comparaisons et des sosies. Hein. Que pensez-vous du Saints Rams de ce soir? Les Saints sont chauds mais ont beaucoup de blessés en défense. Les Rams invaincus à domicile. Quelle est votre prédiction pour ce match? Je demande à Adewale Akinwé. Les Rams invaincus à domicile? Washington, petite défaite quand même en début de saison. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, c'est un des matchs de 22h. Alors tiens, on va aller tout de suite sur 22h25. Rams, Saints. Ah, donc on oublie tous les matchs de 19h. Non, mais on va revenir un peu. Mais celui-là, c'est clairement l'affiche de la soirée. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, comme le disait, alors j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Notre ami Adewale. sur Facebook, Adewale, c'est vrai que les nombreuses blessures du côté des Saints peuvent poser problème contre une des meilleures attaques de la ligue. Après, faudra voir s'il y a quand même une aptitude du côté du coordinateur défensif Dennis Allen à mettre, on va dire, les bons éléments au bon moment et à provoquer les turnovers. J'en parlais jeudi, c'est vrai que Jared Goff a l'avantage depuis le début de la saison de commettre très très peu d'erreurs en attaque. Maintenant, voilà, sait-on jamais. Si New Orleans a vraiment franchi un cap cette saison, en tout cas défensivement, ce sera l'occasion de le voir contre une défense comme celle-ci. Il est tombé. Qui sera aussi performante en attaque, enfin dans les airs qu'à la course. Il me semble que Robert Woods n'est pas là hein, au poste de receveur côté Rams, celui qui était assez performant ces dernières semaines. Donc ça aussi, ce sera quand même un élément à prendre en compte du côté des Rams. Mais voilà, pas mal de boulot mine de rien pour New Orleans défensivement notamment, parce qu'on parlait de Marshall Lattimore notamment jeudi. Qui est pas là. Il y a Kane Crowley également, je crois, le cornerback qui est absent. Qui sont pas là. Ouais. Donc plus Alex Okafor donc qui est out pour la saison. Qui est out pour la saison, tout à fait. Ça fait quand même beaucoup d'absence à compenser. Et donc 3-0 pour Lucas Pouille, rappelle Céline sur le chat. Merci parce qu'on regardait plus vraiment. On est dans le troisième set, hein. On est dans 7-0, 3-0, ouais. pas mal. C'est en train de tourner définitivement en faveur de la France. Désolé pour nos amis belges. Les matchs de 19h, allez, on va passer en revue vite fait. Atlanta, Tampa, ça fait 6-4 pour Atlanta, 4-6 pour Tampa. Et on avait une question justement d'Alan qui nous demandait, les Bucks sont-ils une chance? J'allais dire ce soir et en général. Et je pense qu'on peut enterrer les deux. J'aime bien comme la question est assez précise. Oui. Les Bucks ont-ils des chances? Oui. Ouais, pour ce soir, encore une fois, c'est un match de division. On se rappelle que l'année dernière, Tampa Bay était venu, alors plus ou moins créer la surprise parce qu'on était quand même en première semaine de saison régulière, mais ils étaient quand même venus s'imposer du côté du Georgia Dome. Donc sait-on jamais. Jameis Winston, malgré quelques injections au niveau de son épaule, ne sera pas là ce soir. Donc ce sera Ryan Fitzpatrick de nouveau aux commandes de l'attaque. Faudra voir un petit peu comment évolue également cette équipe d'Atlanta, qui est pas hyper régulière depuis le début de la saison, qui montre différents visages, mais qui reste sur des bonnes prestations des deux côtés du ballon ces dernières semaines. Donc voilà, sur le papier, Tampa va avoir du mal à s'imposer contre Atlanta, mais ça peut être un match assez accroché, étriqué, et un match où Tampa pourrait éventuellement créer une nouvelle fois la surprise. Je suis officiellement le décorateur de plateau le plus nul du monde. Je n'y arrive pas. Entre le orange et le jaune, c'est le moment vitamine C, nous dit Sébastien. Oui, je sais qu'on me reproche beaucoup les couleurs de mes fringues sur les derniers lives. La dernière fois, j'avais un t-shirt jaune et un pantalon orange, mais j'aime bien. C'est mon pantalon porte-bonheur. Je sais que tout le monde le déteste. Pantalon moutarde. Mais ouais, mais il est pas moutarde, il est orange. Il est méga moutarde. Officiellement, il est rouille. Tu préfères rouille à moutarde? Ouais. Très bien. Mais c'est ce que je l'ai dit. En plus, il m'a permis de me faire des amis fans des Broncos quand j'étais allé à Phoenix. Oui. Donc voilà. En plus, il était couleur terre ocre de l'Arizona. Moi, je pensais que je me ferais des amis locaux, mais en fait, c'est des gens de Denver qui ont flashé dessus, tu vois. Donc voilà. On en est où? Alors, il y a des gens qui demandaient quand est-ce que revient Jameis Winston. Apparemment, c'est dans pas longtemps. La semaine prochaine, si tout se passe bien. ESPN disait que ça allait mieux. Donc, si son enquête qui est menée par la NFL sur son affaire d'attouchement... Ça justement, il disait que ça allait prendre toute la saison. Ce serait pas terminé d'ici la fin de la saison. D'accord. Donc ça, malheureusement, ça va encore nous occuper pendant le moment, pendant l'intersaison, visiblement. Cincinnati-Cleveland, c'est le deuxième match. Bon, est-ce que les Browns vont en gagner un ou pas? On disait que c'était compliqué, je veux dire. Ouais. Ça me paraît un petit peu compliqué. Une équipe des Bengals qui est pas formidable, mais qui reste toujours dans la lutte pour les playoffs. Hein. Le fait que ce soit aussi peu reluisant du côté de la conférence américaine, ça permet à des équipes à 4-6 de rester dans le coup. Là, ils ont Cleveland à la maison. S'ils gagnent pas celui-là, je pense qu'on peut dès ce soir virer Marvin Lewis. Je garde certaines de vos questions, hein. Je vous préviens, je les note et on va faire des questions à la suite un petit peu après. Et tu disais quoi sur Marvin Lewis, excuse-moi?
Moi, je te disais qu'ils sont en course pour les playoffs et que s'ils perdent contre Cleveland, je pense qu'il vaut mieux le virer dès maintenant parce que voilà, c'est quand même le type de match à leur portée et le type de match qu'il faut pas laisser passer. Tiens, un autre qui fait du bien et qui fait rêver et qui en met plein les mirettes, comme on dit, Colts Titans, avec Jacoby Brissett qui sera là, de retour de commotion. Celui-là, il fait mal aussi. Hein. Bah écoute, comme je disais jeudi, si Brissett est là, il y a peut-être possibilité d'un upset. Je suis toujours pas convaincu par cette équipe des Titans, qui a pas un calendrier monstrueux et qui profite de ça pour, on va dire, avoir une bonne fiche comptable. Maintenant, je pense qu'ils vont jouer sur les mêmes armes, notamment un gros jeu au sol, et c'est là où la défense d'Indianapolis m'inquiète un petit peu plus. Ça peut être un match relativement accroché comme le font les Colts depuis quelques semaines, mine de rien. Donc je pense que ça va tourner en faveur des Titans de nouveau, mais je serais pas étonné que ce soit encore une fois très très disputé jusqu'au bout. Sébastien nous demande à quand Luck. Et bah à l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine. Si on revient en forme, enfin. C'est une réponse très simple. La dernière équipe à avoir fini à 0-16, nous demande Céline, c'était les Lions en 2007, la même année que les Patriots à 16-0. 2008 même, je crois. 2007. C'est l'année où Stafford est pas drafté en 2009 ? C'est 2007-2008. D'accord. Je pensais que Stafford était drafté en 2009. Lions winless season. Du coup, on a perdu 30 secondes utiles d'émission si tu m'as fait aller voir pour rien, je précise. 2008. Bien vu. Tu vois, je t'ai fait gagner du temps en fait. 2008. Non mais tu as corrigé, c'est bien, il fallait. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était la même année que les Patriots. Les Patriots c'était non, tu vois, donc 2007, ils font 7-9. Et donc le coach en 2008 est Rod Marinelli. Et ils font meilleur coordinateur défensif qu'on est coach. Et alors, allez, on va se faire plaisir, on va regarder un petit peu l'effectif pour voir si ça se. Il y avait John Kitna en quarterback. Si ça se compare, il y a eu Don Culpepper visiblement. Ouais, qui était. Attends. L'éternel Drew Stanton. Il n'y avait plus John. Si, il est là. Il a la liste des blessés à côté. C'était lui le titulaire, il s'est blessé en cours de saison, et je me demande s'il signe pas Culpepper en cours d'exercice. Oh là là. Et donc, Drew Hanson, Dan Orlovsky, Drew Stanton, l'éternel Drew Stanton, qui est donc toujours là 9 ans après. Hein. C'est vrai. Alors, on avait qui? Les running backs, ça va vous faire rêver. Hein. Ivan Kazon, Jerome Felton, Rudy Johnson, Moran Norris et Kevin Smith. Les receveurs, Kerry Colbert, Chris Hannon, Adam Jennings, Calvin Johnson, John Stanford et Travis Taylor. Donc ça, c'est pour ceux qui voulaient drafter un receveur en numéro 1 de leur équipe. Ça prouve que ça sert pas à grand chose si t'as rien autour. Il était un peu seul quand même, Johnson. Les tight ends, j'ose même pas. Les linemen offensifs. En gros, t'avais Michael Gaines en tight end. Jeff Backus quand même en left tackle. Ouais. Gosder Cherilus qui était rookie à cette époque-là. Il y a Cliff Avril qui a vécu ça. Il y a Cliff Avril, le defensive end. Dominique Raiola, le formidable, le très courtois, le très agréable Dominique Raiola qui était là également. Il t'a envoyé bouler, lui? Ah non, mais c'est une tête de con. C'est un copain de Richie Incognito, c'est un peu. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. C'était un joueur un peu dirty sur le terrain. C'est vrai, c'était un mec bien dirty en effet. Les defensive backs, il n'y a pas grand monde, il y a Lee Bowden dont je me rappelle. Je regardais sur les blessés éventuellement qu'il y avait, mais Dan Campbell, c'est celui qui a été coach à Miami? Non. Tyden, ça m'étonne. Fais voir, vas-y. Je vais te refaire perdre 30 secondes, tu m'excuses. C'est lui. Il était tight end des Lions en 2008. Et il est assistant head coach, tight end coach aux Saints à l'heure actuelle. Bon, il y a des survivants dans cette équipe. Practice squad, non, il y a personne. Corey Redding, l'ancien des Ravens. Oui, Corey Redding, ouais, c'est vrai. C'était également là. Bon, en tout cas, c'était un grand cru. C'est ça. 2008. Bizarre, on ne comprend pas qu'ils aient fait 0-16 en 2008. C'est vrai, c'est quand même bizarre. On ne comprend pas. Et c'était une année qui avait été marquée. Je crois que c'est Drew Stanton qui fait le safety en mettant le pied en dehors de la end zone à l'arrière de. C'est Stanton ou Orlovsky. J'aurais dit Orlovsky. C'est Orlovsky, t'as raison. On attend beaucoup Lynch à Denver, mais Chad Kelly, il devient quoi, demande Fabrice. Il est sur la liste des blessés, je crois, non? C'est possible. Il est pas sur la practice squad? Je crois qu'ils l'ont mis en liste des blessés. Oh, ils auraient pas osé, quand même. Rien ne va dans ce monde. C'est incroyable. Rien ne va. On ose. C'était ton chouchou. Tiens, injury reserve, voilà. On a osé me mettre. Quand ça veut pas à Denver. Hein. Ouais, ils ont osé. Même Chad Kelly se blesse. Sinon, ça fait 4-0, 30-0 pour Lucas. Oui, sinon, il y a pas match. Ils sont un peu en train de couler nos amis belges. Quel gros suspense dans chaque match de cette finale de Coupe Davis. Hein. Il y a quasiment eu que des matchs en 3-7 pour l'instant sur tous les simples. C'est ça. Je sais pas combien ça a fait en double hier. C'est ça. Alors que du coup, Lucas Pouille a ouvert en grand son polo pour essayer de faire remonter l'attention des gens, tu vois. Je l'ai joué un peu beau gosse, comme ça transpire et tout, mais... c'était qui le quarterback des Lions, demande Sylvain, donc on a dit, il y a John Kitna... le titulaire, normalement, c'était Kitna, et il a été remplacé par quelqu'un. Après, ça s'est succédé... après, je sais... Ah bah attends, ouais, mais non, il n'y a pas la compo... Il n'y a pas la compo pour chaque, mais ça avait vraiment pas mal tourné, je crois.
Parce que là, il y a Culpepper qui a joué en semaine 13, tu vois, je tombe dessus au hasard. Ils avaient fait jouer tout le monde, c'était magnifique. Parce que déjà, Menkitna, il me semble que quand il joue à l'époque, il doit avoir 37 ou 38 ans. Et ils ont perdu contre les Bucks menés par Jeff Garcia, qui devait pas avoir très loin du même âge aussi. Hein. Ouais. Donc, Mais c'était la belle époque de Tampa. Hein. Enfin, c'était la belle époque. C'était pas mal, on va dire. C'était les dernières années Gruden, on va dire. Attends, 2008. Ah oui, c'était avec John Gruden. Et je me demande, c'est même pas la dernière année. Je pense qu'il se fait virer malgré sa fiche de 9-7. Regarde le coach après. Ouais. C'est ça, Ryan Morris derrière. Oh Ryan Morris qui était coach DB et qui est passé directement head coach. C'est vrai, ouais, je me On rappelle. comprend bien pourquoi Marc Dominique a été viré. Je m'en rappelle. on avait déjà le site, tu vois, je me rappelais pas avoir eu Gruden depuis que le site existait, mais ils ont perdu contre les Panthers de Jake Delhomme. Ouais. Ils ont perdu contre 2008, les Panthers sont pas les playoffs. C'est pas l'année où... L'année des 5 interceptions. Ouais, de Jake Delhomme contre Arizona. Ouais, le chant du signe de Jake Delhomme, en effet. Ils perdent contre les Jaguars de David Garrard, ils perdent contre les Bears de Rex Grossman. Et ouais. Tiens, Culpepper, il est signé le 28 octobre. Ils perdent contre les Redskins de Jason Campbell. Ils perdent contre les Texans de Matt Schaub. C'est même pas comme s'ils avaient perdu contre Tom Brady et Peyton Manning. Bon, après t'exagères parce que c'était pas des mauvais quarterbacks à non, l'époque. mais... Schaub en 2008, même ils Campbell ont perdu contre les Vikings de Gus Frerotte. Bon, là, je peux rien faire. Là, je m'avoue vaincu, là. Ils ont perdu contre les Vikings de Gus Frerotte. Ils ont perdu contre les 49ers menés par Jetty O'Sullivan. Ah oui, ça fait mal. Ils ont perdu contre les Packers d'Aaron Rodgers, ça va encore. Et ils ont perdu contre les Falcons qui avaient déjà... C'est le premier match de Ryan. Qui sur sa première passe fait touchdown. C'est vrai. Première passe en carrière. Ils ont perdu contre les Titans qui étaient menés par Lenden White et Chris Johnson, mais c'était qui le quarterback? C'était Kerry Collins. Kerry Collins. Alors je crois que cette tournée c'était ou Kerry Collins ou Vincian, mais je crois que cette année-là c'est Collins qui est titulaire. Je sais pas si. C'est l'année où Tennessee fait le meilleur bilan de l'AFC. Ouais, 2008, je crois que Tennessee a encore. Vincian doit peut-être encore jouer, non? Oui, mais je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Donc ensuite, ils perdent contre les Vikings de Tavares Jackson. Et contre les Colts de Peyton Manning. Rassure-moi, Manning jouait quand même. C'est possible. Manning jouait. Dis-moi que Manning jouait. Je ne trouve pas. Ouais, il devait jouer en 2008. C'est pas l'année où il manque des matchs. Ils perdent contre les Saints. C'est Drew Brees qui est là. Et ils perdent contre les Packers. Bon, voilà. On s'est fait un petit plaisir. Remember the Lions, quoi. C'est pas Remember the Titans, c'est Remember the Lions. C'était un beau cru. L'année des Giants, dit Nicolas. Non, 2008, c'est l'année des. 2008, c'est Pittsburgh. C'est Pittsburgh, c'est ça. Pittsburgh Cardinals, ouais. C'est l'année d'avant les Giants. À quand des matchs sous la neige, car c'est le sel de la NFL dans l'est des États-Unis, demande Guillaume. Ça, c'est vrai, ça manque un peu. Un truc très mi-décembre, ça va arriver. Généralement, c'est quoi? C'est à Buffalo que ça. Ouais, il y en a toujours aussi, il y a pas mal de matchs sous la neige ces dernières années. Donc, aussi. Bon, ça manque un peu. Quel très bon coach pourrait aller à Tampa ou aux Titans, histoire de tenter de vraiment faire décoller une éventuelle dynastie Winston ou Mariota? Demande Fabrice. Après, est-ce qu'il y a vraiment possibilité de faire décoller une dynastie avec Winston et Mariota? C'est une autre question. Il y avait une grosse cote du côté de Tennessee qu'on évoquait par rapport au lien qu'il a avec le nouveau general manager John Robinson, c'est Josh McDaniels dont on parlait beaucoup. Attends pas, pourquoi pas. Je pense que il s'entendrait bien avec Winston, je pense. Apparemment, c'est deux personnes assez ouvertes d'esprit, donc je pense que ça pourrait bien coller entre les deux. Les matchs, allez, on va continuer un petit peu. Mince, j'ai perdu ma fenêtre avec mes matchs. Voilà, Casey, donc Buffalo, on en a parlé un petit peu déjà. New England, Miami, bon, c'est très déséquilibré. Il y avait quelqu'un qui nous demandait s'il y avait encore un espoir pour Miami, je crois. Encore une fois, Casey, c'est pas. Massimo nous demandait est-ce qu'il y a un espoir pour les Dolphins. C'est pas mort avec la fiche qu'ils ont actuellement. Après, c'est toujours la même chose. Vu la dynamique actuelle de Miami et la dynamique de New England, en plus à Foxborough. Ça me paraît un peu compliqué. C'est pas pour être critique avec Miami ou Mocker ou quoi que ce soit, mais je serais même pas étonné qu'ils prennent un petit bouillon du côté du Massachusetts. Le match suivant oppose les Jets aux Panthers. Est-ce qu'ils peuvent créer la surprise balle de match Lucas Pouille. Breaking news. Oh là là, ouais, du coup. Ouais. Là, parce que comme on est dans le commentaire sur image sans image depuis quelques jours, vrai, que jeudi on commentait déjà un match. Alors tu veux qu'on le fasse? On fait une petite pause, écoute, si tu veux, écoute, en tout cas c'est Darcy au service. Ouais, Darcy au service, mais c'est première faute. Passe pas. Ouais. Bon, on est à 30-40, hein, donc c'est dans la diagonale des avantages avec Steve Darcy qui est au service. On va vous faire du tennis, 1h34 de jeu, ça allait vite, hein. C'est ça. Par rapport au premier set de Tsonga, Goffin qui a la deuxième balle est à l'intérieur, ils sont sur les coups droits, revers à une main de
Lucas Pouille revient à une main de Steve Darcy aussi d'ailleurs. Allez hop, à deux mains le long de la ligne. C'est long ça sort, et et c'est c'est gagné. Voilà, Lucas Pouille s'allonge et il a gagné la Coupe Davis et il pleure. J'espère qu'il ne lui arrive rien de mal. Je ne sais pas pourquoi il pleure puisqu'il a gagné. C'est le mec qui comprend rien. Tout simplement. C'est beau. Voilà, victoire de Lucas Pouille. Première Céline- depuis 2001, il me semble. Hein. Comment? Première depuis 2000. Attends, c'était 2001 2001, oui, je c'était crois, 2001, il la disait. victoire en Australie. Depuis l'Australie, on n'avait pas gagné? Il me semble qu'on n'a pas gagné depuis l'Australie. Eh ben, dis On a donc. perdu contre la Russie. On a perdu contre la Suisse. Il y en avait une autre C'était qu'on a 2002. perdu à l'extérieur. C'était 2002 en plus. 2002 ou 2003? Ouais, 2002. 2003, la Russie. T'es sûr? Non, Il me semble que c'est 2 ans après la Non, Russie. c'est 2002. J'en suis sûr. Tu veux qu'on vérifie Je- Ah, attends, celui-là, j'en suis sûr, tu vois. Ah, je te fais confiance. Parce que, non mais c'est simple, je me rappelle, j'étais en terminale. Ah. Voilà. L'argument massif. France-Russie 2002. Bravo. Voilà, je m'en rappelle. Je me rappelle juste. On ne peut pas attaquer les souvenirs de l'adolescence. Exactement. Je te rappelle quand t'es en terminale et que tu regardes Paul-Henri Mathieu éclater en plein vol. Tu te rends compte, je me rappelle, il avait gagné 2 tournois les semaines précédentes. Il avait gagné 2 tournois de suite, il était chaud. Mais il bouillant. devait pas jouer ce match-là. Il semble que c'était même pas lui qui devait être titulaire. Ah, je sais plus, mais et en plus c'était tellement un fort joueur. Paul-Henri Mathieu, il avait un revers à deux mains qui était exceptionnel. Et puis voilà. Et sinon, il me semble qu'on en perd 2 autres après. Il y a la Ouais, Suisse c'est forcément, possible, mais la il y a une autre Suisse, équipe, peut-être l'Australie encore, ou une autre équipe. Ah bah la Serbie. Ah oui, La Serbie, on est perdu là-bas. et là, heureusement, pas de Djokovic, pas de Nadal, pas de Federer, pas de Wawrinka, pas de Murray, Bon, pas ça, de... c'est un vaste débat. Bon. Ça, c'est- On va arrêter de parler à tout ça. Il y a Damien qui est fair play, qui met bravo les Français, félicitations à nos Belges. On repart avec le trophée de l'ambiance en tribune. C'est vrai. Parce qu'il y avait quand même beaucoup Puis de... Goffin de- nous aura un petit peu, il aura mis des petites fessées quand même. C'est hein. vrai. Il est pas C'est venu vrai. pour rien à Lille. La Belgique a perdu en équipe, mais ils ont de meilleurs joueurs. D'ailleurs, j'aime bien le concept de faire jouer France-Belgique à Lille. Bah, au- Histoire d'être sûr d'avoir un avantage de jouer à la maison, c'est pas mal. Ah, bah, C'est bien pensé. C'était bien au moins. Ouais, Oh, mais c'est ouais, sympa, ouais. tout le monde pouvait venir. Tout à fait. Tout le Et monde voilà. pouvait Belle venir. gestion du tennis français. Ça ne m'étonne pas de la part de la FFT. Et du coup, Joe Wilfried Tsonga a gagné la Coupe Davis, puisque on l'a remarqué sur le chat interne, il y a quelqu'un qui l'a fait remarquer que un de nos confrères de France 2 avait eu cette remarque tout à l'heure qui disait il manque parmi les tournois majeurs, il ne manque que la Coupe Davis à un grand chelem à Joe C'est Wilfried Tsonga, c'est-à-dire qu'en gros, il a jamais gagné un tournoi majeur. Donc, Ah, mais c'est bien, c'est positif. C'est-à-dire qu'il a tout gagné, sauf ce qu'il faut gagner en fait. Puis c'est vrai que pour faire le grand chelem, ouais, il lui manque que l'Australie, Bah, que l'US Open, Roland que Garros Roland Garros et et Wimbledon. Wimbledon, et il est bon. Bon, après, voilà, il n'y a que ça. Hein. Non, mais je veux dire, à part des finales, il gagne beaucoup de matchs, et c'est le plus important. Des huitièmes, il en gagne beaucoup. Hein. C'est ça. Champion des huitièmes. Voilà. C'est un bon truc. Allez, on va repartir sur la NFL parce qu'on va finir par vous gonfler. Eagles, Bears, bon, ça c'est assez faisable normalement. Ah, du coup, on n'a pas parlé du Jets Panthers. Bah, je t'ai demandé s'ils pouvaient créer la surprise. Bah, ah oui, ils- je t'ai coupé avec la balle de match. Oui, autant c'est pour vrai. Bah, ils peuvent. Après, c'est sûr que faudra voir un petit peu comment Cam Newton arrive à gérer cette défense des Jets. Mais si la défense new-yorkaise arrive à faire le boulot, je pense que ce sera un petit peu plus dur que prévu pour Carolina. Mais on parlait des Dolphins ou d'autres équipes à 4-6. Cette équipe des Jets à 4-6, elle est également dans le coup selon moi. Donc voilà, à surveiller. Et on l'a pas dit puisque tu as passé le Chiefs Bills. Darrell Revis qui ne jouera pas ce soir et qui jouera la semaine prochaine contre... Oui, les Jets. Voilà. Mm. Comme quoi l'histoire, tout est scripté en NFL depuis le temps qu'on le dit. Retour contre les Jets et à New York bien entendu pour ne pas faire les choses à moitié. Il y a Camille Sarben, on va terminer la page tennis, hein, mais il y a Camille Sarben qui nous met son gars, il peut le faire en une saison. Je sais pas s'il parle du grand chelem, mais et d'ailleurs je me rappelle parce qu'il y a Céline qui mettait 16 ans qu'on n'avait pas gagné. Je me rappelle qu'on avait quand même tapé à l'époque, avec tout le respect que j'ai pour Steve Darcy et tout ça, mais en Australie on avait quand même tapé Leighton Hewitt et Patrick Rafter. C'était Rafter ou c'était Philippe Poussis? Je sais que Rafter avait joué le double avec Ouais. Hewitt, Ouais. mais je sais pas s'il avait joué le dernier simple, je sais plus. Et le dernier simple qu'il gagne? tu te Nicolas Escudé. rappelles oui, c'est Ouais, ça. Nicolas Escudé, mon gars. Ça c'était du. C'est beau. C'est des souvenirs. Bon. On fait Les- pas du tout les vieux cons ce soir. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Rafter, dernier pur serveur volleyeur en plus. Hein. Maintenant, ça reste au fond de course, ça prend plus de risque, ça fait que cogner. C'est beau. Sans On parlait fran- de 2008, de 2001, là les jeunes auditeurs, là ils sont perdus. Là- ah ouais, non mais là, Et là, de quoi il parle, monsieur? je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont décroché à Patrick Rafter. Hein. Quel beau joueur quand même. Pff, incroyable, lui et Sampras. Hmm. San Francisco-Seattle, il y a beaucoup de questions sur la ligne de Seattle. Qu'est-ce qui se passe? À quoi sert le coach de la ligne de Seattle? Demande à Nicolas. Il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est un de leurs grands copains. Hein. Tom Cable, c'est une star à Seattle. Mais on en discute souvent avec Camille et c'est vrai que lui m'explique qu'il est très
très très sceptique sur Tom Cable. Alors moi, je reste toujours très réservé sur le personnel qui est mis à sa disposition. Après, je rejoins Camille sur le fait que, oui, en effet, il faudra peut-être un petit peu tester un nouveau coach pour voir ce que ça donnerait. Peut-être que, voilà, il y a un coaching qui s'essouffle un petit peu dans un groupe qui est déjà pas exceptionnel. Donc, oui, pourquoi pas tenter, mais visiblement, la sauce a du mal à prendre, on va dire, malgré la présence de Dwayne Brown depuis quelques semaines. Donc, voilà, c'est peut-être encore à peaufiner, on va dire, mais voilà, il faut rappeler aussi qu'il manquait Luke Jokel ces dernières semaines. Alors certes, c'est pas le grand lineman qu'on nous a rendu, mais c'est quand même censé être un des gardes qui est arrivé titulaire. Donc son absence c'est peut-être préjudiciable également. Même Jacksonville en voulait plus. Donc... Oui, en tackle gauche. Ouais. Mais regarde. Ouais. Je tiens à lever un malentendu. Simon dit j'ai quand même pas de bol, j'écoute TDA, je suis belge, j'ai fan des Packers, TDA attaque tout le temps Green Bay et maintenant les Belges. On n'a absolument rien contre les Belges, j'étais juste nostalgique de Patrick Rafter, je ne remets pas en cause et on attend la Belgique. Bah ouais, qu'est-ce qu'on dit sur Green Bay? Non, mais Green Bay j'attaque toujours le coaching staff. Mais après, ouais, parce qu'après on trouve en plus que Aaron Rodgers est un des plus grands gars de l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même, on l'a mis dans notre équipe des London Marmite. Voilà, qu'est-ce qu'il faut de plus? Et il y a Toba qui fait remarquer quand même, je suis pas d'accord, les Packers sont pas si attaqués que ça. Regarde les Browns et les Dolphins, comment ils se font tacler. Ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Il y en a qu'on allume quand même plus que d'autres de temps en temps. Et on n'a pas fait si vieux con que ça. On jongle entre le tennis et le foot US aujourd'hui. Céline qui dit Patrick Rafter avec des petits cœurs dans les yeux. Donc on n'est pas les seuls. Et il y a Sébastien qui nous rappelle encore plus de souvenirs. Ivan Izevich après lui quand même. La victoire de Goran Ivanisevic à Wimbledon aussi au début des années 2000, c'était quelque chose. C'est là où il gagne le lundi, voire le mardi même d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et c'est contre Rafter? Je suis pas sûr que ce soit contre Rafter. Je sais plus qui mais il gagne la Coupe Davis aussi, Ivanisevic, un peu après. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Oui, ça me dit quelque chose. Après, je suis pas un expert du tennis non plus, les gars. Non, mais moi, au début des années 2000, c'était la période où je suivais, donc ça va. Rams Saints, donc on en a parlé. Derrière, il nous reste Cardinals Jaguars. Il fait rêver aussi celui-là. Avec Jalen Ramsey. Ouais. Et pas grand-chose d'autre en face. Bon, il y a Larry Fitzgerald, ce serait un beau. Il a dit. Alors tiens, on va se concentrer là-dessus. Larry Fitzgerald a dit Jalen Ramsey à une main meilleur que 95% des cornerbacks de la ligue. Bim. Une main? Ouais. Parce qu'il est blessé à la main en fait. Donc on a dû lui demander mais s'il est blessé, est-ce que ça va, machin. Ouais, je sais pas. Je suis pas fan de ces comparaisons, mais c'est un bon corner. Après, moi, je sais pas. Bah, si Larry Fitzgerald le dit, moi, je viens le croire. Il y a pas de problème. Je pense qu'il sait à peu près de quoi il parle. J'attendais que tu dises. Je me sens mieux placé que Larry Fitzgerald pour en parler. Non, mais voilà. S'il le considère comme ça. Non, mais c'est bien. Tu es honnête. Tu sais qu'il y a des consultants qui auraient pas hésité. Hein. Oui, il y a des mecs qui auraient dit ce Larry Fitzgerald ne sait vraiment pas de quoi il parle. C'est qui il va être en face de lui sur le terrain aujourd'hui, mais moi, j'ai regardé 3 matchs cette saison. Je peux vous dire que. Non mais voilà, mais moi enfin je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser. Après c'est clair que vu la marge de progression qu'il a, je sais pas, faudra peut-être faire un petit ranking des cornerbacks qu'on mettrait, mais bon, peut-être top 5. Allez, on va dire en fin de top 5. Allez. Alors j'en profite pour lever une autre ambiguïté. Il y a Kev qui nous dit vous avez rien dit pour Eagles Bears. Bon, les Eagles auront juste l'impression de jouer contre une practice squad. Oui, parfois on va plus vite sur certaines équipes, on nous fait la remarque pour toutes les émissions, mais ça s'équilibre sur l'année. C'est-à-dire qu'on peut pas tout le temps faire 10 minutes sur chaque équipe, sinon les émissions feraient 4 heures. Donc des fois on est obligé d'un peu d'accélérer. Et là il est 18h42, il nous reste 18 minutes, donc il faut pas qu'on reste trop longtemps non plus sur chaque. Il nous reste justement derrière un Raiders Broncos qui est intéressant parce qu'il y a le premier Paxton Lynch qui va coacher. Apparemment cette semaine c'est un peu le bordel. Il y a un nouveau coordinateur offensif pour les Broncos, il y a un nouveau coordinateur défensif pour les Raiders. Il y a une équipe donc de Denver qui est quand même assez en perdition. Il y a une équipe d'Oakland qu'on attendait mais qui finalement fait rien et montre toutes ses faiblesses. Donc c'est un match quand même assez incertain. Ouais, alors je sais plus sur quelle série est Denver là qui a clairement dégringolé sur les matchs. On se rappelle quand même qu'ils avaient très bien commencé leur saison, au moins avec 2 victoires pour démarrer. Je me demande s'ils sont pas à 3-1 au bout de 4 semaines. Donc voilà, calcul est simple, ça fait 6 défaites de suite il me semble pour les joueurs de Vance Joseph. Donc là il va peut-être falloir stopper l'hémorragie. Je suis pas sûr que le match à Auckland soit la meilleure manière pour eux de se reprendre, parce que certes défensivement c'est pas plus rassurant du côté des Raiders, mais il y a quand même quelques playmakers à sortir du chapeau, des joueurs comme Bruce Irvin, comme Khalil Mack et j'en passe.
Donc voilà, c'est pour ça que j'irai un peu plus vers Auckland sur ce match-là, mais voilà, encore une fois, ça reste un match, une confrontation directe de division contre deux équipes qui sont pas hyper impressionnantes depuis le début de l'année, donc voilà, ça reste relativement ouvert. Pittsburgh Green Bay. Oui, ça vibre beaucoup. Oui, non, c'est le chat interne de Tojon Actu qui est un peu énervé, donc mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Je remercie d'ailleurs les rédacteurs de TDA de me flinguer ma batterie. Non mais... Parce que là, le canapé vibrait tellement que j'avais peur d'avoir un orgasme, si tu coupais pas tes notifications. Donc, le match suivant qu'on a dit, c'est Green Bay. Ouais. Non, Pittsburgh, Green Bay, c'est à Pittsburgh. Bah écoute, celui-là, un peu déséquilibré sur le papier. Même si Pittsburgh nous a habitués à quelques mauvaises surprises cette saison, les rares mauvaises surprises qu'ils ont eues, puisqu'ils ont quand même une fiche de 8-2 non plus, faut pas exagérer, mais on sait qu'ils ont par exemple perdu Chicago, quand on connaît à peu près la saison des Bears, faut rester un petit peu méfiant. Après, cette équipe de Green Bay, c'est exactement comme Denver, elle est quand même un petit peu en chute libre, avec un Brett Hundley qui reste sur une prestation calamiteuse contre Baltimore, un 0 pointé des Packers à domicile contre les Ravens, une première depuis 11 ans. On peut pas dire que le moral du côté du Wisconsin soit au mieux au moment d'affronter une équipe de Pittsburgh qui est leader de l'AFC, si je ne me trompe pas, qui reste en pleine confiance. Donc voilà, j'irai forcément avec Pittsburgh sur cette rencontre. Pittsburgh et Baltimore, Houston, ce sera lundi soir. Bon, on peut dire peut-être un petit mot. Il y a pas mal de blessés d'un certain à Baltimore. Il y en a des tonnes, même Terrell Suggs maintenant a une double, un certain aussi. Il y a tellement d'absence du côté de Houston de toute façon depuis plusieurs semaines que ça peut au mieux niveler un petit peu les chances, mais c'est sûr que voilà, c'est très franchement si Houston sur ce match-là, on va dire si Houston arrive à être solide sur ce match-là, il y a quand même possibilité d'aller gagner à Baltimore. Ils sont pas hyper rassurants depuis le début de la saison, et il y aurait en plus moyen de se remettre un petit peu dans le coup. Ça remettrait les deux équipes à 5-6 avec éventuellement une dernière ligne droite assez intéressante. Après, est-ce que sur le long terme ils seraient vraiment capables de tenir jusqu'au bout avec tous les absents de marque qu'ils ont, notamment en défense, bien entendu Deshaun Watson en moins, ça ce sera à discuter, mais oui, c'est sûr que je pense qu'il n'y aura pas énormément de points sur ce match-là. Après, Baltimore me paraît quand même favori malgré les récents pépins physiques qu'ils ont depuis quelques jours. On passe aux cotes. C'est le moment de passer aux cotes avec notre partenaire Unibet. Il est 18h45. Après, on finira avec vos questions, évidemment, comme d'habitude. Ah oui, il y a quelqu'un qui demande d'y reste des coureurs à Green Bay, c'est Ojai Ojide, parce que, évidemment, il y a Aaron Murray, donc, qui s'est fait arrêter. Il y a une question, Aaron Jones, pardon, qui posait la question par rapport à la weed que Aaron Jones a fumé en conduisant. Quelles vont être les sanctions par rapport à la NFL, nous demandait Louis. C'est combien déjà la fumette, le minimum? Je crois que c'est 3-4 matchs, généralement. Il n'y a pas genre un truc à 2 maintenant, forfaitaire ou un truc comme ça? Ah, ils font des forfaits carrément. Ouais. Bah, après, je sais pas, parce que de toute façon, Jones, de toute façon, devait manquer quelques semaines suite à sa récente blessure. Oui. De toute façon, ça s'ajoutera, mais et je pense pas qu'il faille vraiment compter sur Jones d'ici la fin d'année. J'ai fait l'article ce matin, il y en a un autre qui s'est fait gauler avec de la marijuana. À Green Bay aussi? Ouais. Un coureur? Non, pas un coureur. C'était Lance Kendrick, ça jouait pour eux, non? Le tight end. Ouais. Je crois que c'est lui. Il s'est fait gauler en septembre et on l'apprend maintenant aussi. Et ouais. C'est ça la NFL. Bah oui, visiblement, ils ont décidé de s'occuper dans le Wisconsin cette année. Ça conforte un peu Mike McCarthy qui est pas du tout fragilisé. Non, pas du tout. Il les tient bien. Allez, les cotes avec Unibet. Donc, on l'a dit, moi je vais rester sur la même que j'ai donnée dans l'émission et je vous la redonne là parce que j'y crois. Tac. Les Bills à 3,35 les amis contre les Chiefs. Le réveil de Tyrod Taylor et de Sean McCoy contre les Chiefs. Bon, écoute, moi je persiste et signe également, surtout que la cote a bien augmenté. Je trouve que tu risques encore plus que moi, non? Une bonne défense des Jets pour contrecarrer l'excellent Cam Newton. C'est osé. Et permettre à New York de s'imposer au finish. 2,70 pour moi pour les New Yorkais. C'est très... Et j'attends un message sur Twitter de notre ami... Notre ami en charge du compte Twitter, Twitter français des Carolina Panthers. Ah ouais, c'est osé quand même ton truc. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas une cote. Il y a 7% des parieurs qui ont choisi les Jets. Donc pour te dire, alors que moi j'ai 15% sur les Bills. Allez, je peux vous donner une cote un peu moins risquée. Je me demande si c'est pas la même qu'on a mis sur le site. Ce serait les Titans à 1,45. C'est marrant parce que moi, tu vois, j'aurais peut-être plus mis les Colts à 2 bas. Tu penses que les Colts peuvent les taper? Ah bah oui, ils peuvent. Brissett joue. Ils peuvent, ouais. Alors faut qu'il reste en forme aussi parce que c'est toujours la même chose. Il revient de problème de commotion. Il suffit qu'il prenne une petite boîte, il va ressortir aussi vite qu'il est arrivé. Mais... Non, mais tu vois, moi je cherchais la meilleure cote pour un favori.
Meilleure cote pour un favori. Donc les Titans sont à 1,45. Bah, est-ce que les Rams à 1,55, ça devient pas intéressant de parler blessures des Saints? Même si les Saints sont favoris apparemment sur... Enfin, Ouais, en tout cas, sont les plus Les souvent, Saints, ouais, alors les pariés. Saints ont la plus grosse cote, ils sont à 2 et les Rams à 1,55, mais par contre il y a 78% des parieurs qui ont choisi les Saints, ce que je peux totalement comprendre. Moi aussi. Donc à la limite on peut prendre les Saints à 2. Ah non, toi tu prends les Rams à C'est 1,55. ce que j'aurais fait jeudi. Maintenant, c'est vrai que les absences de dernière minute, ça rééquilibre quand même beaucoup plus. Après ça se tente, hein. Le Franchement, Saints, Saints ouais, à 2, Saints c'est à pas ce 2. qu'il y a de plus Allez. farfelu. Hein. Donc du coup on a Saints à 2. Là on a un méga combo. On a un beau combiné là. Cette semaine c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont tellement favorites que vous avez des très grosses cotes d'un côté. Par contre, de l'autre, les Patriots sont à 1,03. Alors par exemple, d'abord on va faire le combiné et on va essayer de se trouver un truc sur les Patriots par exemple, parce qu'on sait que vous aimez bien les On parier. peut pas mettre dans les combinés les marqueurs de TD? Non, les marqueurs de TD c'est séparé. Par contre, on peut faire des matchs avec l'écart de points. D'accord. C'est-à-dire que si en troisième match tu veux mettre les Patriots, tu peux les prendre avec plus de 6 points ou plus de 12 points de trucs. Donc là je vais faire le combiné des 3 qu'on a donné. Juste si je peux me permettre, les Bengals à 1,20 contre Cleveland, c'est pas une mini cote non plus. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, moi je vous donne ça. Le combiné qu'on a fait, c'est Bills, Saints, Jets. 5 euros misés, 90,45 € de gain, cote totale de 18,09. Donc ça, c'est notre prono de base. Bills, Saints, Jets, il est très risqué cette semaine. Bills, Saints, Jets, 5 euros misés, 90 € de gain potentiel. Et donc ce que je disais, c'est que par exemple, si on va sur... Dites-nous à la limite sur quel match vous voulez des pronos aussi, sur quel match vous voulez qu'on fasse les touchdowns. On prend souvent les Patriots parce que vous aimez bien les Patriots très souvent, on a beaucoup de supporters. Plus de 6,5 TD dans le... attendez, on va aller voir ça. Donc par exemple, si je vais... Il est où le Patriots? Voilà, le Patriots Dolphins. Les écarts. Marche du vainqueur. Alors, tu vois, Patriots, entre 1 et 6 points seulement, c'est 6 la cote. Ça fait peu, hein. C'est-à-dire que la cote la plus basse, c'est en gros, il prévoit qu'il gagne entre 13 et 18. Ouais. Donc si t'arrives à Ouais, trouver il n'y a pas des énormes écarts non plus. Hein. Bon, s'il passe la barre des 30 points d'écart... New England de 49 ou plus, tu le tentes? La cote est à 26. Ouais, j'irai peut-être pas jusqu'à 49 non plus, mais... je pense non. qu'il peut y avoir un petit plus 20, peut-être. Plus 20, donc ça nous ferait entre 19 et 24, donc 4,50 la cote. Ouais. Et tu vois, tu peux le mettre dans ton coupon là. D'accord. Et là, du coup, ça te fait passer à 427 avec ce qu'on a mis pour 5 euros misés. Donc, on vous donne, allez, Patriots. Tu le sens, Patriots à plus 20? Entre plus 19 et plus 24? Moi, je l'aurais dit entre 13 et 18. Bon, tu peux, après la cote est de 4, hein. Ouais. Il n'y a pas une énorme différence non plus. Hein. Moi, je l'aurais dit entre 13 et 18, allez. Bon, tu perds 60 €. Mais... Non, j'en gagne plus. Ah, je veux dire de gain potentiel. Après, Oui, c'est oui, sûr mais... que c'est plus de chances. Donc, les Pats entre 13 et 18 points d'écart, 4. Voilà, ça, c'est un écart que vous pouvez faire. Les Raiders seraient destinés à se séparer de Todd Downing. Alors, il y en a qui combinent. Guillaume nous dit, perso, j'ai parié Panthers et Rams plus PSG gagne de 2 ou plus. Parce qu'il y a le PSG Monaco aussi ce soir. Ah oui, c'est vrai que toi, tu peux parler là-dessus. De quoi? Sur le PSG. Mais je peux parler de tout, moi, si tu veux. Si tu veux. Parce que moi, je saurais pas te dire s'ils peuvent gagner de 2 ou plus ce soir, mais... Monaco est pas dans une super forme bon. Vu qu'ils viennent de perdre contre Leipzig, donc il y a la place pour Paris de s'imposer maintenant. Et alors, ça reste un match décisif contre une équipe qui est deuxième du championnat. Et alors, qui marquera un touchdown? Par exemple, Brandon Cooks est chaud bouillant en ce moment, il a 1,73. Ouais. Danny Amendola à 2,22. Et le Gronk à 1,58. Il y a des... Ouais, plus bon, je pense. Ouais, j'aurais pas parié sur les coureurs des Patriots, hein. On sait jamais le... Oh, attention, je te rappelle que Belichick... Oui, mais tu sais jamais lequel. Oui, d'accord. C'est pour ça que je dis, il faut mieux pas parier en fait. Tu sais jamais lequel il va utiliser. Oh, un petit James White à 2,90. Il n'y a pas beaucoup... Si, ces derniers temps. Pas sûr, hein. Et un petit Jarvis Landry pour Miami, peut-être. Un petit Jarvis Landry à 3,15. Ça peut passer. J'aime bien Jarvis Landry, ouais, à 3,15 c'est pas mal. Voilà donc pour les cotes avec notre partenaire Unibet, on vous remercie. Edgy Green est à 1,82, nous dit Alan Pronizine, je vais y arriver, excusez-moi. Donc 1,82 pour Edgy Green, c'est pas mal aussi. N'hésitez pas à nous donner vos bonnes cotes. Hein.
Il y a Tom Brady qui est à 9,75, mais on précise que c'est des touchdowns au sol, hein. Enfin, ou à la réception s'il veut, mais c'est pas pour les touchdowns lancés pour Brady. Bon, en tout cas, voilà pour les cotes de... je suis désolé, j'ai les images de la Coupe Davis encore en fond. Pour les cotes de notre partenaire Unibet, cette semaine, on peut répondre à quelques questions encore. Il nous reste 7 minutes avant le début des matchs de cette semaine. Très rapidement, genre réponse en un mot. On fait des questions, série de questions. Réponse en un mot, nouveau concept. Ouais. Allez, ou en 3 maximum. Ok. Est-ce que les Chargers peuvent accrocher les playoffs à votre avis? Demande Loris. Oui. C'est tellement accrochant en AFC, je pense. Oui. Tristan, prédiction pour le Super Bowl 51. Objectif ou aussi bien? Parce que moi je te fais un remake de Patriots Falcons, mais bon, ça va être compliqué quand même. Allez, Patriots Falcons. Pourquoi pas? Non, franchement, si. Objectivement, j'ai peur pour les Eagles que l'expérience de Wentz pose de... Ouais, je pense pas qu'ils aillent au bout la première année. Je pense pas qu'ils aillent au Super Bowl la première année. Donc c'est pour ça qu'en AFC, les Vikings avec Keenum, ça me paraît peut-être un peu short aussi. Attends, en NFC, on a qui j'irais plus peut-être vers un Saints Patriots ou un Saints Steelers, en attendant de voir ce que va donner cette défense des Saints, comment elle s'ajuste. Mais là, sur les forces en présence qu'on a en playoff, New Orleans me paraît un peu plus armé, notamment au poste de quarterback. Après, si Atlanta confirme sur sa bonne forme, on a vu qu'en fin de saison dernière, ils étaient très performants, donc sait-on jamais. Antoine, alors quelqu'un me dit ce sera le Super Bowl 52. Oui, excusez-moi, j'ai lu la question parce qu'il avait été corrigé. Oui, après, le Super Bowl 51, faut l'oublier. Antoine, entre Dallas et Washington, une de ces deux équipes peut-elle aller en playoff? Non. Bah là, Washington peut-être, mais ils ont un calendrier qui est pas sympa. Alexandre, les Vikings sont-elles l'équipe la plus complète de la NFL? Les Vikings. Les Vikings. C'est compliqué à dire. Oui. Il y a deux bons receveurs, il y a un jeu au sol, il y a un quarterback qui tient son rang. Oui. Pas mal de choses. C'est sûr. Qui aura l'avantage du terrain en NFC? Nous demande Adewale, donc il y aura Philadelphie. Philadelphie New Orleans, je pense. Philadelphie New Orleans. Prono AFC Wildcards, nous demande Sylvain. AFC Wildcards. Là, à l'heure actuelle, j'irais peut-être plus vers Titans et Ravens. Si les Titans remportent pas la AFC Sud aux dépens des Jaguars, mais ça me paraît les équipes pour l'instant les plus régulières et celles qui peuvent éventuellement, comme je disais, Tennessee, ils ont quand même un bon calendrier pour finir la saison. Leurs 6 derniers matchs sont loin d'être monstrueux. Baltimore, ils ont toujours l'avantage de la défense, même si, tant par là, il y a la question des blessures à surveiller. Les Chargers sont à surveiller, voir s'ils arrivent enfin à avoir une certaine régularité, mais c'est sur le coaching et sur la gestion d'Anthony Lynn que, pour moi, il y a encore une certaine inconnue. Après, voilà, les autres équipes, les Bills, les Raiders, ça pose trop de questions pour moi. Il y a Elmonge qui nous dit la plus complète, c'est Infirmerie. C'est vrai. En ce moment, c'est un peu ça. Contre qui gagneront les Browns, nous dit Benjamin. Eh bien, c'est une très bonne question. Peut-être personne, peut-être qu'ils vont rejoindre cette équipe incroyable de Détroit dont on a beaucoup parlé et que dans, du coup, 9 ans, on fera une émission où on dira, tu te rappelles les Browns de 2017, il y avait qui dans cette équipe? Tu sais, alors, je vais peut-être me faire des amis, mais je me pose des questions sur le Cleveland Baltimore. Ouais. Je me pose des questions sur ce match-là. Baltimore, sur un match, clairement, ils peuvent tout faire. Donc, c'est ça. Et si la défense est un peu moins bien ce jour-là, on sait que l'attaque, clairement, cette saison, c'est pas ça. Donc c'est un match. Et puis, il faut pas oublier, alors ça, c'est juste pour l'anecdote, et puis juste parce qu'on est dans la séquence un petit peu nostalgie durant cette heure de fauteuil. Baltimore était la seule équipe à avoir perdu contre Miami lors de la saison 2007. C'est eux en 2007 qui étaient à la loose, en Miami effet. qui gagne un match cette saison-là et bat Baltimore, c'est d'ailleurs la saison qui coûte cher à Brian Billick, qui est viré dans la foulée, mais c'est possible que la seule victoire de Cleveland ce soit une nouvelle fois contre Baltimore. Et qui gagne la Coupe Davis en 2007? Je sais plus. Comme on est dans le truc, je sais pas, je cherchais. Comme on est dans la saison parfaite et tout ça, là, j'avais déjà décroché. J'avais déjà décroché. Attends, qui gagne la Coupe Davis en 2007? Je sais pas. Les États-Unis. Les États-Unis. Ah bah, tu vois, j'aurais dit les États-Unis. C'est marrant ça. Bah ouais, ils battent la Russie en finale. Il y avait qui? Il y avait Agassi encore à l'époque? Ah non, mais attends, là je suis à la passe 2013. Bah ouais, non, c'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave. Cleveland aurait dû gagner l'an passé. Les Browns ont-ils encore drafté un quarterback en 2018? Demande Damien. Attends, je suis en train de chercher le vainqueur de la Coupe Davis en 2007. L'Allemagne. Moi, je te dis l'Allemagne comme ça. C'était quoi la question du coup? États-Unis, Russie en 2007 aussi.
D'accord. Et l'Allemagne perd en demi. Mais non, attends, 2007, Gasquet? Il jouait déjà Gasquet à cette époque-là? Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a commencé jeune à 17 ans. Ah bah oui. Bah oui. Et donc en 2007, c'est États-Unis-Russie avec Andy Roddick et James Blake. Ouais. Oh. Très beau joueur, Andy Roddick. Oh, ah oui, j'adorais aussi. Oh, quel service. Bon, allez, il est 18h58, on va pas Du tarder. coup, j'ai pas du tout répondu à ta question pour 2018. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, je sais plus c'était quoi la question. D'accord. Et bah, 2018. J'ai juste entendu la fin, mais pas le début. Je sais plus. Les Browns vont-ils drafter un quarterback? Bah, il faudrait peut-être quand même à un moment donné, je veux dire, moi je veux bien qu'on... Bah, ils ont drafté DeShone Kaiser, ça compte ou pas? Non. Non, mais et puis bon. surtout dans le contexte... Non, bah, je pense que s'ils ont le premier choix de la draft, ce sera Darnold ou Rosen en fonction de celui qui se présente. Même si Rosen s'est encore blessé ce week-end pour UCLA pour la décision. C'est vrai. Si c'est vraiment le premier choix de la draft, va falloir s'accrocher parce que je sais pas s'il va jouer beaucoup assez souvent quoi. Bon, la Coupe Davis est en train d'être remise à la France, donc ils vont avoir le droit à un nouveau saladier, ce qui peut toujours être pratique pour la salade de fruits. À 19h pour le voilà, tout ça. Ça va être quand même pas mal. On va se quitter donc sur cette belle image de l'équipe de France qui gagne. Il y a quelqu'un qui a mis Jetty Barrett. Jetty Barrett, il est encore à la fac? Ouais. Ah, ça fait encore un de ces mecs qui a un cursus de 8 ans, non, c'est ça? Oh, t'exagères. Jetty Barrett, ça un fait 10 ans de 8 ans. Il a commencé, il a été titulaire à Ohio State en tant que joueur de première année, donc forcément. Oui, mais du coup, il est là depuis combien de temps? Il est titulaire en première année, il doit se blesser lors de la deuxième. Non, il partage les snaps avec Cardell Jones sur sa deuxième. Il est blessé l'année d'après et il est redshirté et du coup après il joue 2 ans. Il est arrivé en 2013. Il s'est engagé en avril 2012. Attends, fais voir. Regarde, il est redshirted as a freshman en 2013. Ah voilà, donc il se blesse non, c'est moi qui me suis embrouillé. Il est titulaire en 2013 en freshman, il se blesse à la fin de la saison. Et après, il est redshirté. Donc du coup, il rejoue redshirt freshman en 2014, sophomore 2015, junior 2016, et il termine son cursus senior. Ça fait 5 ans qu'il y est. J'espère qu'il sera avec un master sinon. Comme je disais jeudi, c'est le maximum. Sinon, c'est 6 ans si vraiment tu fais si vraiment ton année senior, par exemple, t'es blessé. J'espère qu'il sort avec un master. Non, ça fait 5 ans qu'il y est. Écoute, c'est Ohio State, donc après, je peux pas tout te garantir, mais j'espère qu'il a un master et un emploi stable qui l'attend, ce garçon. J'espère pour lui. Je passe pas 5 ans comme ça. Il a écrit son cursus scolaire. Ah, j'aimais bien regarder leur spécialité. Communication. D'accord. Les spécialisés en communication. Ouais, en gros, ça c'est. On est avec toi, JT. Ça c'est bidon, c'est pour avoir un poste chez ESPN quand il sort et une fois qu'il se sera fait fumer le genou à son 3e match, il aura un boulot chez ESPN, quoi. Blessé au genou d'ailleurs, Jetty Barrett. Tu vois, j'avais dit au hasard, comme ça c'était bon. Merci à vous, les 19h01. On avait commencé avec 1 minute de retard, on finit avec 1 minute de retard. Le monde est en ordre. Voilà, j'y arrivais. L'univers a retrouvé son ordre. Et donc, c'est l'heure du coup d'envoi. Comme il y a 1 minute de différé sur le Game Pass, on vous laisse pile à l'heure. 19h01. C'est à peu près ça. C'est l'heure pour vous de regarder les matchs. On vous remercie. On vous dit à mardi pour le débrief, à jeudi pour le débat, et à dimanche prochain pour le fauteuil. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi. Merci beaucoup, Unibet, notre partenaire pour ces matchs. N'hésitez pas à aller parier. Vous pouvez même parier pendant les matchs sur unibet.fr, rubrique NFL. N'hésitez pas à passer par le lien qui est sur le site. On vous dit à dimanche prochain et à mardi pour l'émission. Ciao, ciao.